Merci beaucoup. Merci à tous, monsieur le directeur général, monsieur le préfet, mesdames, messieurs. Lorsque ce sujet m'a été proposé, j'ai trouvé d'abord la tâche difficile et j'étais pas bien sûr de trouver des axes pertinents pour m'adresser à vous. Alors, le sujet, c'est repli, ouverture, recomposition, repli, ouverture, recomposition du territoire ou des territoires. Et pour ce qui me concerne, pour ce que vous avez bien voulu m'attribuer, à travers la principauté de Monaco, puisqu'il se trouve que je connais et que j'ai le bonheur d'exercer des fonctions dans ce petit État. Alors, pour présenter d'abord la notion de territoire telle que je vais l'utiliser, je vais recourir, vous me le pardonnerez, mais je ne sais pas faire grand-chose d'autre, aux apports que le droit, et notamment singulièrement le droit international, donne comme définition. Et je crois que le meilleur concept du droit, et en particulier du droit international, qui fait la liaison entre le territoire, les hommes et leur organisation, c'est la notion d'État. C'est l'État tel que le droit international le définit. Pour le droit international, pour la communauté internationale, qu'est-ce qu'un État ? Ce sont précisément trois éléments. Un territoire délimitable, une population stable et le lien entre les deux, qui est ce qu'on appelle l'organisation étatique ou l'effectivité, le pouvoir d'une organisation sur le territoire et sur les hommes qui peuplent ce territoire. Et finalement, ce n'est pas une mauvaise approche, c'est même une très bonne approche. Un territoire délimitable, ça ne veut pas dire qu'il est délimité. On peut être reconnu comme étant un État, même si on a une partie des frontières qui sont contestées ou qui sont encore à parfaire. Il y a eu des États dans l'histoire, je pense à la Pologne en particulier, qui nous a donné parfois l'impression d'être monté sur skateboard, qui était un État à roulettes qui se déplaçait de plus ou moins 200 km à l'est ou à l'ouest entre la Russie et l'Allemagne. Mais tout le monde a toujours considéré, tout au moins à coup sûr après 1830, qu'il y avait un État polonais. Une population stable, c'est-à-dire qu'il y a un lien avec le territoire. Ce qui pose d'ailleurs des difficultés, on le voit pour le Sahara occidental, lorsque des entités veulent se faire reconnaître comme État, mais que, étant souvent animées par des populations nomades, il est difficile de caractériser un rapport de permanence entre la population, le peuple et le sol. Et le troisième élément qui fait l'État, c'est qu'il y a une autorité sur ce territoire et sur cette population qui répond notamment à l'égard des autres États et de la communauté internationale, de ce qui se passe sur son territoire. Voilà la première approche spontanée que le juriste, notamment de droit international, peut avoir de la notion de territoire et de la question de savoir s'il s'ouvre ou s'il se replie. Et l'une des grandes controverses en droit international, qui est au cœur de nos problématiques contemporaines, en Europe et dans le monde, c'est la question de savoir si dans un État déterminé, on a une maîtrise totale et absolue de ce qui se passe sur ce territoire et je ne dirais pas qu'on se ferme vis-à-vis de l'extérieur, mais tout au moins qu'on contrôle l'apport de l'extérieur sur le territoire. Ça, c'est la théorie qui prévaut le plus souvent dans l'articulation entre le droit national et le droit international. C'est ce qu'on appelle le dualisme,
Qu'est-ce que ça veut dire le dualisme? Ça veut dire qu'il y a deux ordres juridiques. Il y a un ordre juridique à l'intérieur de l'État, à l'intérieur de chez nous, sur un territoire déterminé, charbonnier et maître chez soi. Et puis, il n'est pas fermé aux apports de l'extérieur, mais il décide s'il les admet ou pas. Et c'est matérialisé par le poste frontière, la barrière qu'on l'ouvre ou qu'on la laisse fermer, et éventuellement les taxes qu'on peut percevoir, les contrôles aux frontières. Aussi bien sur les hommes que sur les biens. Alors, il y a une autre école qu'on appelle parfois le monisme, qui dit qu'il y a un ordre juridique international, aujourd'hui on dirait mondialisé ou en voie de mondialisation, qui s'impose à l'ordre interne sur notre territoire. Auquel cas, il n'y a pas de procédure d'intégration, il n'y a pas de procédure de réception ou de transcription, mais il y a de plein pied une application de la volonté extérieure dans l'ordre interne. C'est ce qu'on connaît dans l'ensemble de l'Union européenne. Et c'est ce qui, parfois, pose des difficultés à nos concitoyens sur le territoire, parce que parfois, disent-ils, ils ont l'impression que la loi est faite à Bruxelles ou au Parlement de Strasbourg, mais ce n'est pas une impression. C'est la réalité, et à laquelle tous les gouvernements et tous les États de l'Union européenne ont consenti, qui fait qu'une partie, pas la totalité, mais une grande partie du droit européen est directement applicable dans l'ordre interne. Alors, j'ai fait cette digression qui n'a rien à voir avec Monaco, mais pour montrer et pour rappeler, pour donner quelques définitions clés de base de ce que peut être une maîtrise sur un territoire, c'est ce que veut dire la notion de souveraineté, et qu'est-ce qui est repli, qu'est-ce qui est ouverture, ou qu'est-ce qui est recomposition. Venons-en à Monaco. Monaco, l'exemple, c'est pas parce qu'on me l'a donné à traiter, mais il n'est pas si mal choisi que ça. Parce que Monaco est en réalité un exemple majeur de contraste extrêmement fort et de tensions de paradoxes. Comme il y a des tensions potentielles extrêmement fortes, eh bien, Monaco est un exemple de creuset de paradoxes extrêmement forts. Alors, je vais vous parler de Monaco d'une façon dont vous n'avez pas l'habitude d'entendre parler. En général, on entend parler de Monaco, soit pour débiter des gaudrioles, rigoler un peu, alors des gaudrioles de bonne tenue à travers Point de vue Image du Monde, dans le meilleur des cas, ou quelques émissions de télévision par un présentateur tout à fait sympathique, je pense à Stéphane Bern. Ça, c'est la vision qu'on peut avoir de Monaco dans le meilleur des cas, je dis bien, et sinon dans le pire. Alors, ce sont les anecdotes sordides que des magazines People vont se plaire à développer. Pour ceux qui auraient attendu de moi que j'aborde la question sous ce prisme-là, ce soir, ils vont être extrêmement déçus et mon propos va être beaucoup moins drôle. Mais je tiens, en parlant de Monaco devant vous, à essayer de contrebattre quand même un certain nombre de fausses idées, de fausses images, et d'en parler, sinon de manière austère, mais au moins d'en parler de manière sérieuse, même si ça n'interdit pas d'en rire un peu. Alors, Monaco, est-ce que Monaco est replié? Est-ce que Monaco est fermé? Monaco a tout pour être replié. La géographie monégasque fait qu'elle est enserrée entre la mer, d'un côté, et des collines ou des monts, le mont Tagel. Par conséquent, c'est un territoire extrêmement exigu qui est d'une géographie coincée, littéralement enfermée, donc qui se prêterait à l'enfermement. Mais précisément, la nature enclavée de la principauté de Monaco, car c'est un État qui n'a même pas le corridor de Danzig, puisqu'on peut quitter Monaco par la mer, mais on passe par la mer territoriale française, et même quand on veut s'envoler en prenant un hélicoptère
au bout du port de Fontvieille, bah, on tombe tout de suite dans l'espace aérien français et on est sous son contrôle aérien. Et je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent ces choses. Par conséquent, Monaco, enfermé dans sa colline, est en réalité contrainte par l'histoire, la géographie et la nature à être en dialogue immédiat avec celui qu'on appelle là-bas le grand pays voisin et ami, qui est la France. Par conséquent, le confinement de Monaco appelle au contraire, pour contrebalancer, une ouverture nécessaire pour briser l'enfermement. Sinon, Monaco serait une prison, qu'on pourrait qualifier de prison dorée, mais qui serait une prison quand même. Pour en sortir, il faut passer par la France. Pour passer par la France, il faut avoir des accords avec elle. Et on s'en est aperçu en 1962. Si le torchon brûle entre Monaco et la France, comme entre Régnier III et le général de Gaulle à l'époque, eh ben, ça se règle en 48 heures. Monaco est enfermé dans Monaco et il faut bien négocier. Donc, quelque part, le fait d'être acculé ou enfermé est une incitation obligatoire à l'entente et à l'ouverture. Donc, premier point, effectivement, Monaco, par sa situation de territoire enclavé, tout petit, micro-État, 2 km². 2 km², c'est rien. C'est pas un quartier de Marseille. C'est tout petit. Est néanmoins un territoire souverain. C'est un État souverain reconnu dans l'ordre international. Et c'est un État dont la souveraineté est un miracle. La fondation de l'État contemporain de Monaco, et par la dynastie Grimaldi, remonte à 1297. C'est la dynastie la plus ancienne d'Europe en ligne continue. Du haut de cette dynastie, 7 siècles nous contemplent. 1297. Alors, il y a eu des vicissitudes. Monaco n'a pas toujours été en proximité avec la France. Elle a parfois été sous d'autres contrôles, du royaume de Naples, de l'Espagne, à certains degrés. Mais en réalité, Monaco a toujours joué la carte de la France. Et c'est en jouant la carte de la France que Monaco a pu maintenir son indépendance souveraine. Mais pour maintenir sa souveraineté, il fallait être du bon côté. Et d'ailleurs, on va trouver des membres de la famille Grimaldi dans les armées du roi, dans la marine royale française. Des galères seront armées par les princes de Monaco, parfois conduites par eux dans de grandes batailles. Et puis, cette souveraineté miraculeuse, elle est appuyée sur le maintien d'un particularisme maintenu par la monarchie princière. Car l'autre particularité, c'est que Monaco est une monarchie. Alors vous me direz, en Europe, il y a beaucoup de monarchies. C'est vrai. On peut même dire qu'il y a une majorité de pays qui sont sous régime monarchique en Europe. Sauf que dans tous ces pays, ce sont des monarchies parlementaires dans lesquelles le pouvoir politique a été transféré à la représentation élue, alors qu'à Monaco, le prince détient le pouvoir. Il y a un conseil national qui est élu et qui participe à l'élaboration de la loi, mais la loi est le fruit des volontés convergentes du roi et du conseil national élu au scrutin démocratique. Donc, il y a une part de démocratie qui existe dans le système politique monégasque, mais, il faut le dire au sens strict du terme, Monaco n'est pas une démocratie. C'est une principauté, et le pouvoir, il réside dans la personne du prince, qui est d'ailleurs fait résider dans sa personne les 3 pouvoirs. Législatif, il participe à l'élaboration de la loi par son gouvernement avec le Conseil national. Exécutif, parce qu'il dispose clairement de tous les outils de direction du gouvernement, je n'irai pas jusqu'à dire de la force armée, mais au moins de la force publique. Et la justice
il est également le détenteur du pouvoir judiciaire, dont il a délégué l'exercice aux tribunaux. Et je puis attester personnellement que les tribunaux fonctionnent dans une indépendance pleine et entière, totale. Et personne ne peut en dire le contraire. Il n'y a jamais aucune directive, il n'y a même le plus souvent pas de contact, et les juridictions fonctionnent véritablement de manière indépendante. C'est le deuxième paradoxe, c'est que Monaco n'est pas une démocratie, mais c'est un État de droit. Et c'est même un État de droit très avancé sur certains plans. Et nous évoquions ensemble cette question. Par exemple, le tribunal suprême que j'ai le plaisir d'animer est à la fois le juge constitutionnel et le juge administratif suprême. Depuis 1911, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle, depuis la Constitution de 1911, tout citoyen monégasque peut déférer la loi, s'il la juge inconstitutionnelle, au tribunal suprême. Et si le tribunal suprême estime que la loi est contraire à un principe constitutionnel ou à un engagement de droit international, eh bien, nous annulons la loi dans son entier ou pour partie. Et non seulement n'importe quel citoyen, dans les 2 mois de la publication de la loi, peut le faire, mais même mieux, tout résident étranger à Monaco. Car, sur le plan de l'exercice des droits politiques, sauf le suffrage universel, mais droits sociaux, droits économiques et possibilité de recourir aux juridictions, il n'y a pas de distinction à Monaco, article 32 de la Constitution de 62, entre les nationaux et les résidents étrangers. Un résident étranger peut saisir le tribunal suprême pour faire déclarer une disposition de la loi inconstitutionnelle. De même, des ordonnances souveraines, qui sont des actes administratifs. Nous annulons, j'annule, des ordonnances souveraines si elles sont contraires à la légalité. Par conséquent, une particularité très très forte, une vraie souveraineté, pas une démocratie, mais un État de droit. Et pourquoi pas une démocratie ? Alors, parce que d'abord, la tradition dynastique est un élément qui paraît suffisant pour donner sa légitimité au pouvoir. Hein, et incontestablement, on le voit, les monégasques sont attachés à la personne du prince et à l'institution princière. Mais si on réfléchit un peu mieux, la coordination de populations différentes sur un territoire exigu nécessite au fond une autorité indépendante. Prenons 3 chiffres de population. Les nationaux monégasques, 8000. La totalité de la population résidente, monégasque compris, sur le territoire de la principauté, à peu près 40 000. Les nationaux sont 4 fois minoritaires chez eux. Pour un national monégasque, il y a 3 ou 4 résidents étrangers. Si on donne le droit de vote, ou plus exactement, on donne le droit de vote, mais si on fait du droit de vote l'élément de décision suprême de la question politique, où on ne réserve le droit de vote qui fera les lois qu'aux nationaux, mais qui protégera les droits des résidents étrangers par rapport aux nationaux, où on donne le droit de vote, donc de participer à l'élaboration de la loi aux résidents étrangers, mais alors les nationaux seront minoritaires chez eux. Et si vous ajoutez au phénomène que tous les jours, 30 000 travailleurs transfrontaliers pendulaires viennent travailler tous les jours à Monaco et repartent, on ne peut pas dire que le territoire soit fermé. Il maintient sa souveraineté, son particularisme dans beaucoup de domaines, à commencer par le pouvoir princier, la religion catholique, religion d'État, ça ne se voit plus beaucoup dans les États qui nous environnent. Il y a donc des éléments de particularisme maintenus extrêmement forts, dont on pourrait se dire, oui, c'est le repli d'un État traditionnel. Oui, mais c'est un État traditionnel qui accorde aux résidents étrangers
sauf le vote de la loi, les mêmes droits qu'aux nationaux, qui est ouvert dans les frontières, s'ouvre tous les jours à 30 000 travailleurs étrangers, c'est-à-dire presque 4 fois la population monégasque, qui voit arriver une main-d'œuvre immigrée, il faut bien l'appeler comme ça, qui vient y travailler. Bon, alors elle habite la France à côté, pas très loin, tout ça est un tissu. Mais on voit bien qu'il y a des liens de territoire qui dépassent les définitions de souveraineté, de frontières, mais qui n'empêchent pas pour autant l'existence d'un État souverain en tant qu'État, qui, et c'est le deuxième point que je veux aborder, qui a des liens nécessaires avec son environnement international. Il y a également une ouverture sur le monde international. Alors, longtemps, Monaco a gardé sa spécificité et a répugné à participer à des ensembles internationaux. C'est vrai. Mais de plus en plus, au fur et à mesure, Monaco a intégré l'ordre international. D'abord, et depuis longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années, Monaco est entré aux Nations Unies et figure parmi les États qui siègent à l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais, en revanche, Monaco a refusé d'adhérer à l'Union européenne. Monaco refuse d'adhérer à l'espace économique européen parce qu'il y a des points de spécificité, d'ailleurs, qui ne seraient pas praticables à Monaco. L'Union européenne fixe la liberté d'établissement à l'intérieur de tout le territoire européen. Il n'est absolument pas possible pour Monaco de reconnaître la possibilité de n'importe quel citoyen de l'Europe de venir installer son activité économique à Monaco. Même pour des raisons physiques, même pour des raisons matérielles, c'est tout simplement impossible, sans même parler de raisons juridiques. Donc Monaco n'adhère pas et n'adhérera pas, en dépit des pressions qui lui sont faites, ni à l'Union européenne, ni même à l'espace économique européen. Parce que la liberté d'établissement, comme on l'a, et la liberté de circulation, comme on l'a à certains égards dans les États de l'Union européenne et de l'espace européen, ne sont pas praticables à Monaco. Monaco défend aussi, en raison de ses spécificités, certains principes qui choquent dans d'autres États européens et qui ne sont explicables que par leur situation particulière. C'est le cas, par exemple, de la priorité nationale à l'embauche. Monaco donne à ses nationaux une priorité nationale à l'embauche. Dans un État où les nationaux ne sont qu'un résident sur 4 confrontés aux étrangers, il est bien nécessaire de protéger le minimum de droits restants aux nationaux. Il y a donc à Monaco une priorité nationale à l'embauche qui se comprend très bien dans ce cadre-là et qui se comprend moins dans des cadres territoriaux plus vastes ou a fortiori sur un espace comme l'espace européen. Voilà donc quelques éléments de particularisme qui font que de temps en temps on pourrait dire que Monaco à certains égards vers le repli par la conservation d'un certain nombre de ses valeurs et de ses principes, mais pourtant dans un cadre extrêmement ouvert et à la limite beaucoup plus ouvert que d'autres États. Alors, je veux à présent rapidement vous rappeler quand même l'insertion internationale qui a été parachevée à Monaco depuis quelques années et qui font que Monaco n'est pas membre de l'espace économique européen, mais que Monaco partage les valeurs politiques et juridiques de l'Europe parce que Monaco a ratifié en 1999 la Convention européenne des droits de l'homme et la charte du Conseil de l'Europe. Par conséquent, Monaco n'est pas membre de l'Europe de Bruxelles, mais Monaco est membre de l'Europe de Strasbourg et siège au Conseil de l'Europe. Monaco a intégré la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans son droit interne et tous les actes du droit monégasque doivent être en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme. Au fur et à mesure d'évolution de sa législation, notamment en matière financière et bancaire, Monaco est sorti des zones grises depuis le G20 de 2008
et a signé tous les accords de coopération et d'échange d'informations en matière fiscale qui l'ont fait sortir de cette situation un peu particulière. Il y a à Monaco un SICFIN, l'équivalent monégasque du TRACFIN, qui travaille en étroite connexion avec les organismes qui traquent et qui contrôlent le blanchiment en Europe et dans le cadre de l'OCDE. Et sans trahir le secret d'un certain nombre de nos décisions, parce que d'ailleurs elles sont publiques et vous pouvez les consulter sur Légimonaco, qui est l'équivalent de Légifrance sur l'Internet. Nous procédons très régulièrement, enfin le gouvernement procède très régulièrement au refoulement d'un certain nombre de résidents s'ils sont taxés d'être mêlés à des opérations de blanchiment, de terrorisme, d'argent de la drogue ou de trafics illicites. Et lorsque les décisions de l'État sont conformes aux règles et aux procédures, je peux vous dire que le tribunal suprême valide les décisions de refoulement et nous voyons fréquemment dans des dossiers de ce type les informations nécessaires qui démontrent l'ample coopération policière et bancaire internationale entre Monaco et les pays environnants. Alors, je suis sûr que vous seriez déçus si je ne vous parlais pas du paradis fiscal, parce que ça fait partie des fantasmes mythologiques souvent, comment dirais-je, souvent agités. Alors, j'en terminerai là parce que je veux pas, ou à peu près, parce que je ne veux pas être trop long. D'abord, moi comme juriste, la notion de paradis fiscal ne me convient pas bien. D'abord parce que, en théologie, l'enfer et le paradis sont des notions consubstantielles. Elles n'existent que l'une par l'autre. Elles sont autoconfortatives et elles sont corrélatives. Par conséquent, il n'y aurait pas de paradis fiscaux s'il n'y avait pas des enfers fiscaux. Bon, ça, je le livre à votre réflexion. Mais en général, quand on parle de paradis fiscal, on a une image devant les yeux qui en réalité mêle trois concepts différents, qui s'appuient pour créer le phénomène qu'on veut combattre, mais qui sont techniquement des phénomènes distincts. Il y a d'abord le système fiscal en lui-même au sens strict, qui est un système fiscal soit attractif, soit nul, qui fait l'intérêt de ce qu'on voit ou de ce qu'on imagine être le paradis fiscal. Mais le paradis fiscal est appuyé sur une autre notion qui est celle du paradis bancaire, c'est-à-dire du secret bancaire. Il y a des États, même si eux aussi coopèrent de plus en plus sous la pression internationale, je pense à la Suisse où le secret bancaire est inscrit dans la Constitution même fédérale, mais on peut être un paradis fiscal sans être un secret bancaire, sans être un paradis bancaire. Réciproquement d'ailleurs, si la Suisse est ou a été, je ne sais pas, un paradis bancaire, elle n'est pas un paradis fiscal. D'abord parce que la fiscalité est cantonale là-bas, donc parler de fiscalité suisse, ça n'a aucun sens. Tout dépend des cantons dans lesquels on se trouve. Et ensuite, dans la plupart des cantons, notamment développés, Genève, Zurich, etc., il y a une fiscalité. Il y a un impôt sur les sociétés qui est à 30%, qui ressemble assez à ce qu'on connaît en France, et qui est plus élevé, par exemple, que l'impôt sur les sociétés à Londres, qui est à 21%. Donc, mais on peut être un paradis bancaire sans être un paradis fiscal. On peut peut-être aussi être un paradis fiscal sans être un paradis bancaire. Et en général, il y a un troisième élément qui est nécessaire pour conforter la notion de paradis fiscal et bancaire, c'est celle que j'appellerais paradis juridique ou administratif. Il faut un système juridique ou administratif qui reconnaisse des procédés, soit tels que la fiducie, soit la convention de trust, c'est-à-dire qui garantit l'anonymat du bénéficiaire réel des fonds, des biens ou des fortunes placées. Et en général, les systèmes d'opacité qui sont poursuivis, ou que les États cherchent à poursuivre pour appréhender une masse taxable, une masse fiscalisable, sont protégés par ce triple système fiscal, bancaire et administrativo-juridique. Et s'il n'y a pas l'ensemble des éléments, on ne peut pas constituer ces échappatoires
à la pression fiscale. Alors, je vous précise tout de suite que Monaco n'est pas un paradis bancaire. Hein. Les échanges d'informations, notamment avec la France, sont réalisés. Je signale quand même que c'est la Banque de France qui contrôle le système bancaire monégasque et la commission bancaire intervient et a des pouvoirs de contrôle sur le système bancaire monégasque. Ce n'est pas un paradis administratif et juridique non plus, puisque le contrat de fiducie, par exemple, n'est pas reconnu à Monaco. Alors, est-ce que Monaco est un paradis fiscal ? Oui et non. D'abord, il y a une fiscalité à Monaco. Il y a la TVA, qui d'ailleurs est perçue par les services français pour le compte de la principauté et qui donne lieu à ce qu'on appelle le compte de partage, c'est-à-dire que la France et Monaco se partagent les recettes de TVA. Et Monaco recevant un peu plus de la moitié de la TVA collectée, mais la France, en compensation en quelque sorte de l'appui qu'elle procure à Monaco, la France perçoit une bonne partie, presque une moitié de la TVA collectée à Monaco, ce qui n'est quand même pas neutre. Et je vous donnerai comme indication que le budget de l'État monégasque aujourd'hui, ça fait rire comparé évidemment au budget français, peut-être même au budget de la PHM, c'est 1 milliard d'euros, le budget de l'État monégasque, mais la TVA représente 20% des ressources du budget, ce qui est à peu près le ratio, à des degrés bien supérieurs, mais c'est à peu près le ratio de ce que représente la TVA dans le budget de l'État français. À part la TVA, il y a des droits de mutation sur les ventes d'immeubles, et quand on connaît l'importance de l'immobilier à Monaco et surtout le niveau des prix de l'immobilier à Monaco, les droits de mutation sur les mutations immobilières ne sont pas une ressource négligeable pour l'État. Et puis, enfin, il y a un impôt sur les sociétés. Il y a un impôt sur les sociétés lorsque les sociétés réalisent moins de 75% de leur chiffre à Monaco. Et ça, c'est une disposition qui existe depuis fort longtemps et qui, à Monaco, est là justement pour empêcher qu'on installe à Monaco des sociétés taxis qui feraient l'essentiel de leurs chiffres hors de la principauté, mais qui n'apporteraient rien au tissu de l'économie monégasque. Si en revanche, il s'agit d'une activité qui apporte à l'économie monégasque et qui réalise 75% de son chiffre sur le territoire de la principauté, alors il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Zéro impôt sur les sociétés, zéro impôt sur le revenu, zéro impôt sur les successions. Alors, est-ce que c'est un paradis fiscal ? Comparé à d'autres, oui, évidemment. Je peux vous confier une anecdote très amusante, enfin que moi j'ai trouvée très amusante. Le président du Conseil national monégasque a été invité par son homologue, président d'une assemblée d'un pays nordique et scandinave que je ne nommerai pas. Et les Nordiques et les Scandinaves étaient tout fiers de montrer leur système à leur petit homologue monégasque en disant, vous savez, chez nous, c'est pas comme chez vous, on paye beaucoup d'impôts, on paye énormément d'impôts, mais regardez ce qu'on a chez nous. On a une école gratuite de qualité, on a des soins hospitaliers gratuits de qualité, on a des transports publics qui fonctionnent, on a une sécurité publique impeccable. Et le président du Conseil national monégasque m'a dit, je me la suis fermée, et je leur ai rien dit, parce que sinon je leur aurais dit, nous aussi on a tout ça, mais on ne paye rien. Car effectivement, le niveau d'éducation, le niveau de soins, le niveau de sécurité, etc., est quand même à des standards élevés. Alors, faut-il qu'un pays ait une fiscalité au-delà de ses besoins ? Je peux comprendre qu'on veuille hausser la fiscalité dans des États où les gosses jouent pieds nus dans les bidonvilles sans être scolarisés, où on meurt de faim. Mais à Monaco, il y a un niveau de logement social gratuit de première qualité pour les monégasques qui n'ont pas de moyens et qui sont même ouverts aux résidents étrangers. Il y a une catégorie intermédiaire dont je n'ai pas parlé qui ne sont pas les nationaux monégasques, mais qui sont les enfants du pays, catégorie intermédiaire entre l'étranger et le national, c'est-à-dire quelqu'un qui a des liens anciens avec le pays, et il y a une égalité de droits, y compris pour les résidents, en matière d'éducation et en matière de soins hospitaliers.
Voilà, donc tout ça pour relativiser un petit peu. Recomposition du territoire. Il est tellement exigu qu'il n'y a que 3 échappatoires. Construire en hauteur, c'est le ciel, c'est le choix qui a été fait par Régnier III. Ou sur la mer, l'extension en mer. Et puis les nouveaux territoires d'aujourd'hui, c'est-à-dire le virtuel, le territoire de l'Internet. Et Monaco s'inscrit dans les États qui accueillent évidemment favorablement l'implantation d'industrie, entre guillemets, de l'Internet. Voilà, j'étais un peu long, peut-être un peu désordonné. Je ne sais pas si ça traite ou si ça répond à la question, mais voilà quelques idées sur le sujet. S'il y a des questions, je suis à votre disposition.